La petite de 8 ans m'appelait papa. Le garçon de 16 ans a couvert sa mère infidèle. Quand j'ai découvert qu'il manquait 47 000 $ dans nos économies et ses emails secrets s'étalant sur 2 ans, j'ai su que rester me tuerait. Alors, j'ai disparu sans un mot. Je m'appelle Daniel Harris. J'ai 44 ans et je travaille comme distributeur de pièces industrielles pour des entreprises manufacturières éparpillées à travers le Midwest. C'est un travail solide, fiable et équipé bien. Mais cela signifie que je suis sur la route 3, parfois 4 jours par semaine, à visiter des clients dans le Michigan, l'Indiana, l'Ohio, à vérifier leurs besoins en inventaire, négocier des contrats, conclure des marchés. Je fais ça depuis près de 20 ans maintenant. Je me suis bâti une réputation de fiabilité et de résultats. Je suis bon dans ce que je fais. Très bon. J'ai rencontré Jennifer lors d'un gala de charité à Columbus, Ohio, à l'automne 2013. L'événement était un de ces dîners de bienfaisance où les entreprises locales font semblant de se soucier des causes communautaires tout en réseautant. Je n'étais pas particulièrement intéressé, mais mon entreprise avait acheté une table, alors je me suis présenté. C'est là que je l'ai vu, près de la table de la vente aux enchères silencieuse, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval lâche, portant cette robe bordeaux qui semblait briller sous les lumières du lieu. Elle avait 2 enfants avec elle, une petite fille, peut-être 3 ans, agrippant sa main et regardant tout avec de grands yeux, et un préadolescent affalé à côté d'elle, l'air profondément ennuyé et agacé. Je me suis approché, j'ai fait quelques banalités sur les articles de la vente aux enchères, et en quelques minutes, nous étions en pleine conversation. Elle s'appelait Jennifer, 36 ans à l'époque, et travaillait dans le marketing pour une société de santé régionale. Elle était mère célibataire, gérant tout toute seule. Le père des enfants avait été peu fiable depuis le début, plus absent que présent, finissant par disparaître complètement environ 1 an avant notre rencontre. Elle ne le disait pas avec amertume, elle l'énonçait simplement comme un fait, comme si elle avait depuis longtemps fait la paix avec l'idée de tout faire en solo. J'ai été immédiatement attiré par elle. Pas seulement son physique, bien qu'elle fût belle, mais sa force. La façon dont elle jonglait entre sa carrière et ses enfants sans se plaindre. Sa manière de rire facilement malgré le poids qu'elle portait. Nous avons échangé nos numéros ce soir-là et en 2 semaines, nous sortions ensemble. En 6 mois, nous étions inséparables. Lily, la petite fille qui avait 3 ans quand nous nous sommes rencontrés, m'a tout de suite adopté. Elle courait vers la porte quand j'arrivais, les bras tendus, criant « Dani » de cette petite voix précieuse qui me faisait fondre le cœur à chaque fois. Je la prenais dans mes bras, la faisais tourner, et elle riait comme si je venais d'accomplir un tour de magie. Brandon, cependant, c'était une autre histoire. Même à 11 ans, il me regardait avec méfiance, comme si j'étais un intrus essayant de remplacer quelqu'un dont il se souvenait à peine, mais dont il m'en voulait de ne pas être. Je me suis dit qu'il finirait par s'adoucir. Les enfants ont besoin de temps, n'est-ce pas? Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au printemps 2014. Juste la famille et quelques amis proches. J'ai emménagé dans sa maison dans la banlieue de Columbus, une modeste maison de plein pied avec 3 chambres et un jardin qui avait désespérément besoin d'être entretenu. Ça ne me dérangeait pas. Je me suis investi corps et âme pour être le mari qu'elle méritait et la figure paternelle dont ses enfants avaient besoin. J'entraînais l'équipe de foot de Lily le samedi matin. J'aidais Brandon avec ses devoirs d'algèbre, même quand il levait les yeux au ciel et soufflait à chaque explication que je donnais. Je m'assurais que Jennifer avait tout ce dont elle avait besoin pour continuer à s'épanouir dans sa carrière. Pendant les 2 premières années, tout semblait bien. Tout semblait juste. Je pensais que nous construisions quelque chose de solide, quelque chose qui durerait. Mais vers la fin de 2017, les choses ont commencé à changer. Subtilement d'abord, puis indéniablement. À la fin de cette année-là, la femme que j'avais épousée a commencé à me sembler une étrangère vivant dans ma maison. L'emploi du temps de Jennifer est devenu de plus en plus erratique, imprévisible d'une manière qui n'avait pas de sens, peu importe à quel point j'essayais de le comprendre. Elle partait pour le bureau à 7 heures du matin et ne rentrait pas avant 21 ou 22 heures, parfois même plus tard. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle me donnait des réponses vagues sur des réunions avec des clients et des délais de projet, ses yeux ne croisant jamais vraiment les miens. C'est juste un trimestre très exigeant, disait Jennifer, la voix fatiguée mais évasive. Une fois cette campagne lancée, les choses se calmeront. Mais les choses ne se sont jamais calmées. Au contraire, elles ont empiré.
Je voyageais beaucoup moi-même pendant cette période, visitant des usines à Détroit, Cleveland, Indianapolis, dormant parfois sur place lorsque les réunions s'éternisaient. J'appelais à la maison le soir, voulant entendre sa voix, me sentir connecté malgré la distance. Le plus souvent, elle ne répondait pas. Quand elle me rappelait enfin des heures plus tard, elle disait qu'elle avait été en réunion, son téléphone en silencieux, trop occupé pour le vérifier. L'intimité entre nous s'est complètement tarie. Nous sommes passés de faire l'amour régulièrement à peut-être une fois par mois. Et même là, c'était mécanique, comme si elle le faisait par automatisme pour m'empêcher de poser des questions. Quand j'essayais d'initier quelque chose, elle prétextait la fatigue, des maux de tête, le stress du travail. J'ai essayé d'être compréhensif. Je me suis dit que les carrières exigent parfois tout ce que vous avez, et qu'il ne reste rien pour autre chose. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans mes tripes, ce système d'alerte instinctif que les hommes ignorent à leurs risques et périls. Les enfants l'ont remarqué aussi, surtout Lily. Elle avait 7 ans à l'époque, assez grande pour sentir la tension, même si elle ne pouvait pas l'exprimer. Elle grimpait sur mes genoux pendant que je regardais la télé et demandait « Pourquoi maman est toujours partie, Danny ?» Ses grands yeux bruns cherchaient dans mon visage des réponses que je n'avais pas. « Elle travaille très dur, ma chérie », lui disais-je en lui caressant les cheveux. Elle fait des choses importantes. Brandon, en revanche, semblait presque satisfait de la distance entre Jennifer et moi. Il avait un sourire narquois quand elle passait devant moi sans un mot, ou quand elle prenait un appel téléphonique et disparaissait dans la chambre pendant 1 heure. À 15 ans, il était devenu plus hostile envers moi, plus ouvertement irrespectueux. Quand j'essayais d'imposer une règle de la maison, comme les couvre-feux ou les limites de temps de jeux vidéo, il ripostait par un « T'es pas mon père », la voix dégoulinante de mépris. « Je sais que je ne suis pas ton père, Brandon », répondais-je, gardant ma voix calme, « mais je suis un adulte dans cette maison, et tu me dois le respect. » Il riait, un son cruel qui me rappelait à quel point il détestait ma présence. Jennifer ne me soutenait jamais dans ces moments-là. Soit elle ignorait complètement les confrontations, soit elle me disait en privé que j'étais trop dur avec lui, qu'il traversait juste une phase. Un vendredi soir de décembre, je suis rentré plus tôt d'un voyage à Fort Wayne. Ma dernière réunion avait été annulée et j'avais conduit d'une traite, impatient de surprendre Jennifer, peut-être de l'emmener dîner, d'essayer de renouer le contact. Quand je me suis garé dans l'allée à 18h30, sa voiture était déjà là, ce qui m'a surpris car elle rentrait si tard d'habitude. Je suis entré par le garage, en l'appelant. « Jennifer !»« Hey, je suis rentré plus tôt. » Pas de réponse. La maison était silencieuse, à l'exception du son de la télévision dans le salon où Brandon était vautré sur le canapé, les yeux rivés sur un jeu vidéo violent. Il m'a à peine jeté un regard quand je suis passé. « Où est ta mère ?» lui ai-je demandé. Brandon a haussé les épaules sans quitter l'écran des yeux. En haut, encore au téléphone. J'ai monté les escaliers, mais pas lourd sur la moquette. J'entendais sa voix venant de notre chambre. Basse et intime, le genre de ton qu'on n'utilise pas pour les appels professionnels. Je me suis arrêté devant la porte, la main sur la poignée, et j'ai écouté. « Tu me manques aussi », disait Jennifer. Sa voix était douce, presque tendre. Je sais que c'est difficile, mais nous devons être prudents. Mon sang s'est glacé. Je suis resté là, figé, chaque instinct me hurlant de défoncer cette porte et d'exiger des réponses. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être que je n'étais pas encore prêt à y faire face. Peut-être que j'avais besoin de plus de preuves avant de tout briser. J'ai fait demi-tour et je suis redescendu, le cœur battant dans ma poitrine, mon esprit assailli de penser que je ne voulais pas avoir. Ce fut le moment où tout a changé. J'ai passé tout le week-end dans un brouillard. Mon esprit rejouait cette conversation téléphonique en boucle. Tu me manques aussi. Nous devons être prudents. Ces mots résonnaient dans ma tête à chaque instant de silence. Chaque fois que Jennifer passait devant moi sans croiser mon regard. Chaque fois qu'elle prétendait devoir faire des courses seule. Le lundi matin 5 février, tout est devenu clair. J'étais censé partir pour un voyage de 3 jours à Milwaukee, pour des réunions avec un client important au sujet d'un nouveau contrat de fourniture. Jennifer connaissait mon emploi du temps par cœur. Elle avait même mentionné ce matin-là au petit déjeuner, devant les enfants, qu'elle travaillerait probablement tard toute la semaine puisque je serais parti. Mais alors que je chargeais mon sac de voyage dans mon camion,
quelque chose en moi s'est rebellé. Je ne pouvais pas partir. Pas sans connaître la vérité. J'ai quitté l'allée comme d'habitude, j'ai conduit jusqu'au bout de notre rue, puis j'ai fait demi-tour et je me suis garé 3 maisons plus bas, où j'avais une vue dégagée sur notre maison. J'ai appelé mon client, inventé une urgence familiale et tout reporté à la semaine suivante. Puis j'ai attendu. 2 heures ont passé. À 10h30, la voiture de Jennifer a reculé de l'allée. Je l'ai suivie à distance, le cœur battant contre mes côtes. Elle ne s'est pas dirigée vers son bureau en centre-ville. Au lieu de cela, elle a conduit jusqu'à un centre commercial dans l'ouest de la ville, s'est garée sur le parking d'un hôtel de milieu de gamme devant lequel j'étais passé 100 fois sans jamais vraiment le remarquer. Je me suis garé plusieurs rangées derrière et j'ai observé. Jennifer est restée dans sa voiture quelques minutes, vérifiant son téléphone, arrangeant ses cheveux dans le rétroviseur. Puis, une BMW argentée s'est garée à côté d'elle. Un homme est sorti, grand, peut-être la fin de la trentaine, portant des vêtements chers qui criaient l'argent. Il s'est approché de sa voiture, lui a ouvert la portière, et Jennifer est sortie, souriant d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Ils se sont étreints, pas une étreinte amicale, une étreinte d'amant, ses mains sur le bas de son dos, ses bras autour de son cou, leurs corps pressés l'un contre l'autre. Puis il l'a embrassée, longuement et profondément, là, sur le parking, comme s'il n'avait aucun souci au monde. J'étais assis là, agrippant si fort mon volant que mes jointures sont devenues blanches. Ma respiration était courte, saccadée. Une partie de moi voulait sortir, les confronter tous les deux sur le champ, exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de tout voir. De savoir exactement à quoi j'avais affaire. Ils sont entrés dans l'hôtel ensemble, son bras autour de sa taille, elle riant à quelque chose qu'il disait. J'ai attendu 5 minutes, puis je les ai suivis à l'intérieur. Le hall était générique et oubliable, conçu pour l'anonymat. J'ai regardé, caché derrière un kiosque à journaux, tandis qu'ils montaient dans l'ascenseur, j'ai vu les chiffres monter jusqu'au 3e étage. Je ne pouvais pas monter là-haut. Je ne pouvais pas les regarder entrer dans une chambre ensemble. J'en avais assez vu. Mon mariage était terminé, et je venais de le voir mourir sur un parking d'hôtel un lundi matin. Je suis retourné à mon camion, je me suis assis au volant, et pour la première fois en 20 ans, je me suis effondré. Pas en sanglots bruyants et dramatiques, mais en larmes silencieuses que je ne pouvais pas contrôler, ma poitrine secouée par une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. La femme avec qui j'avais construit une vie, la femme à qui j'avais tout donné, venait d'entrer dans une chambre d'hôtel avec un autre homme sans la moindre hésitation ni culpabilité. Après 20 minutes, je me suis ressaisi. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit, pas vers la maison, mais vers un bar à la périphérie de la ville, un endroit miteux devant lequel j'étais passé d'innombrables fois mais où je n'étais jamais entré. Il était à peine midi, mais j'avais besoin d'un verre, et j'avais besoin de réfléchir sans les questions innocentes de Lily ou les regards suffisants de Brandon. La barmaid, une femme dans la cinquantaine aux yeux bienveillants, m'a servi un whisky sans jugement. Sale journée? A-t-elle demandé. On peut dire ça, ai-je répondu, ma voix rauque. Je suis resté là pendant 1 heure, sirotant ce verre, mon esprit passant en revue les options. Confronter Jennifer immédiatement. Rassembler plus de preuves. Parler d'abord à un avocat. Chaque option semblait impossible. Chacune m'obligeant à admettre que mon mariage avait été un mensonge. Quand j'ai quitté ce bar, je savais une chose avec une certitude absolue. C'était fini. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas lui demander de me choisir. Je n'allais pas m'humilier en essayant de sauver quelque chose qu'elle avait déjà détruit. J'allais partir, discrètement et complètement, selon mes propres termes. Mais d'abord, j'avais besoin d'un plan. Les 2 semaines suivantes furent les plus dures de ma vie. Je faisais semblant, voyageant pour le travail, rentrant à la maison, m'asseyant à la table du dîner avec Jennifer et les enfants comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je planifiais méthodiquement ma sortie. Je ne pouvais pas confronter Jennifer. Chaque fois que j'y pensais, je l'imaginais tout nier, me manipulant pour me faire croire que j'étais fou ou paranoïaque, peut-être même montant les enfants contre moi. Brandon adorerait cette opportunité. Alors, à la place, j'ai commencé à rassembler des informations, discrètement, prudemment. J'ai contacté un avocat spécialisé en divorce à Cleveland, quelqu'un d'assez loin pour que la nouvelle ne revienne pas à Jennifer par des connaissances communes. L'avocate,
une femme vive du nom de Patricia Reynolds, m'a exposé mes options lors d'une consultation téléphonique alors que j'étais assis dans mon camion devant une usine. L'Ohio est un État où le divorce est sans faute, a expliqué Patricia. Mais les preuves aident, surtout en ce qui concerne les irrégularités financières. Vérifiez vos comptes joints, vos cartes de crédit, toute dépense inhabituelle. Ce soir-là, alors que Jennifer était censée être à une autre réunion de travail tardive, je me suis connecté à nos comptes bancaires. Ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang. Au cours des 18 derniers mois, il y avait eu des virements réguliers de notre compte épargne commun vers un compte externe que je ne reconnaissais pas. De petites sommes au début, $500 par-ci, 1000 par-là, mais elles étaient devenues plus importantes et plus fréquentes. Au total, près de $47 000 avaient disparu des économies que nous constituions pour acheter une plus grande maison. J'ai fait des captures d'écran de tout, je les ai envoyées à une adresse email privée que Jennifer ne connaissait pas, et j'ai créé une sauvegarde sur une clé USB que je gardais dans mon camion. La découverte suivante est arrivée purement par accident. Jennifer avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine un samedi matin pendant qu'elle prenait sa douche. Je suis passé devant, j'ai vu que sa messagerie était ouverte et je me suis arrêté. Je savais que je ne devrais pas regarder, que c'était une violation de la vie privée, mais après ce que j'avais vu, je me fichais de jouer franc jeu. J'ai parcouru rapidement ces messages envoyés, mes yeux s'attardant sur des noms que je ne reconnaissais pas. Puis je les ai trouvés, des emails à un certain David Thorne, remontant à près de 2 ans. Les premiers étaient professionnels, discutant d'une collaboration marketing entre leurs entreprises, mais ils sont rapidement devenus personnels, puis intimes, puis explicites. Mes mains tremblaient en lisant message après message détaillant leur liaison, leur rendez-vous à l'hôtel, leur plan pour être enfin ensemble quand le moment serait venu. Dans un email datant de 3 mois, Jennifer avait écrit « Je sais que je devrais me sentir coupable à propos de Daniel, mais honnêtement, il ne se rend compte de rien. Il voyage tellement qu'il remarque à peine que je suis parti. C'est un bon beau-père pour les enfants. Je lui accorde ça. Mais je n'ai jamais ressenti avec lui la passion que je ressens avec toi. » J'ai entendu la douche s'arrêter à l'étage. J'ai rapidement transféré une douzaine des emails les plus accablants sur mon compte privé, effacé l'historique du navigateur et me suis éloigné de l'ordinateur juste au moment où Jennifer descendait, enroulée dans une serviette. « Bonjour », dit-elle joyeusement, comme si elle ne venait pas de détruire 4 ans et demi de ma vie. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je prépare juste du café », ai-je répondu d'une voix égale, ne trahissant rien. « Tu en veux ? » « Bien sûr, merci », dit-elle, déjà distraite par son téléphone. Cet après-midi-là, pendant que Jennifer emmenait Lily à une fête d'anniversaire et que Brandon était chez un ami, je suis passé à l'action. J'ai fait un seul sac de sport avec des vêtements, des documents essentiels, mon ordinateur portable et une clé USB avec toutes les preuves que j'avais recueillies. J'ai retiré la moitié de l'argent de notre compte courant commun, exactement ma part, et les transféré sur un compte personnel que j'avais ouvert la semaine précédente. Puis je me suis assis et j'ai écrit une lettre. Courte, directe, finale. Jennifer ? Je sais pour David. Je sais pour la liaison. Je sais pour l'argent que tu as volé de nos économies. Quand tu liras ceci, je serai parti. Mon avocat te contactera au sujet de la procédure de divorce. N'essaie pas de me contacter. C'est fini. Daniel. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine, à côté de mes clés de maison et de mon alliance. Puis je suis sorti, je suis monté dans mon camion et j'ai quitté la seule maison que j'avais connue pendant 4 ans et demi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit pendant 6 heures d'affilée ce jour-là. L'esprit engourdi, les mains fermes sur le volant. Je n'avais pas de destination au début. Je savais juste que j'avais besoin de distance entre moi et cette maison, cette vie, cette trahison. Quelque part près de la frontière du Kentucky, je me suis arrêté sur une aire de repos et je me suis enfin laissé sentir tout le poids de ce que j'avais fait. J'étais parti. J'étais vraiment parti. Après 4 ans et demi à essayer d'être l'homme dont Jennifer et ses enfants avaient besoin, j'avais tourné les talons. Une partie de moi se sentait comme un échec, comme si j'aurais dû me battre plus fort, exiger des réponses, la forcer à choisir. Mais une partie plus profonde et plus sage de moi connaissait la vérité. Elle avait déjà choisi bien avant que je ne découvre son secret. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis mon départ. 23 appels manqués de Jennifer, 17 SMS que je n'ai pas pris la peine de lire,
et 3 messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui changerait ce que je savais. Rien qui me ferait faire demi-tour. Mais ensuite, j'ai vu un SMS de Lily. « Danny, où es-tu? Maman pleure et Brandon dit que tu ne reviendras jamais. S'il te plaît, reviens à la maison. » Celui-là a failli me briser. J'étais assis dans mon camion sur cette aire de repos, fixant ces mots d'une fillette de 8 ans qui ne comprenait pas pourquoi la seule figure paternelle qu'elle avait vraiment connue avait disparu sans dire au revoir. Mais je ne pouvais pas revenir. Ni pour elle, ni pour personne. Je me perdrais complètement si je restais. J'ai tapé une réponse avec soin. « Je suis désolé, ma chérie. Je t'aime très fort, mais je ne peux pas revenir. Sois sage pour ta maman. Tu es la plus adorable des filles. » Puis j'ai bloqué le numéro de Jennifer. Froid, peut-être, mais nécessaire. J'ai fini dans les Appalaches, dans l'est du Tennessee. Une petite ville appelée Crossville que j'avais traversée il y a 3 ans lors d'un voyage d'affaires. Il y avait quelque chose dans ces montagnes qui m'appelait. L'isolement, le calme, le sentiment de repartir à zéro dans un endroit où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. J'ai trouvé un motel pour long séjour à la périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, mais propre et bon marché. Le gérant, un homme au visage buriné d'une 60aine d'années nommé Frank, n'a pas posé de questions quand j'ai payé en espèces pour 2 semaines d'avance. J'ai passé les 3 premiers jours à peine à quitter cette chambre, commandant à emporter, fixant le plafond, essayant de digérer l'implosion de mon mariage. Le 4e jour, je me suis forcé à sortir. Je ne pouvais pas me cacher éternellement. J'avais besoin d'un plan. Besoin de savoir ce qui allait suivre. J'ai fait le tour de la région en voiture, me familiarisant avec le paysage. C'est là que je l'ai trouvé, un mobil-home sur 2 hectares de terrain boisé, à louer pour un prix que je pouvais facilement me permettre. Le propriétaire, un vétéran à la retraite nommé Carl Mitchell, m'a fait visiter la propriété le même après-midi. Ce n'est pas grand-chose, a dit Carl alors que nous parcourions le périmètre. 6 pieds de long, le pont a besoin de quelques travaux, mais c'est solide. C'est calme ici, privé. Un bon endroit pour un homme qui a besoin de se vider la tête. Comment savez-vous que j'ai besoin de me vider la tête, ai-je demandé. Carl a souri d'un air entendu. J'ai déjà vu ce regard. Je l'ai porté moi-même il y a une 15aine d'années, quand mon ex-femme a décidé que l'herbe était plus verte ailleurs. J'ai passé 2 ans ici à me reconstruire. Il a désigné les montagnes qui se dressaient au loin. Ces montagnes ont une façon de guérir un homme, s'il les laisse faire. J'ai pris l'endroit sur le champ, signé un bail mensuel et emménagé le lendemain. C'était spartiate, juste le strict nécessaire, mais c'était à moi. Pas de souvenir de Jennifer, pas de rappel de la vie que j'avais essayé de construire, pas de fantôme hantant les coins. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai établi une routine. Le matin, je me levais tôt, je préparais du café sur la petite cuisinière et je m'asseyais sur le pont, regardant le soleil se lever sur la crête. Le silence était profond, presque surprenant après des années à vivre avec le bruit constant de la vie de famille. Mais j'ai fini par en avoir besoin, de cet espace calme où je pouvais penser sans interruption. Je suis resté en contact avec mes clients à distance. Je leur ai dit que je gérais une situation familiale et que je travaillais temporairement d'un autre endroit. La plupart ont été compréhensifs. Ceux qui ne l'étaient pas, je les ai laissés partir. Mon travail avait été mon identité pendant si longtemps. Mais maintenant, cela me semblait juste un moyen de payer les factures pendant que je découvrais qui j'étais censé être. Carl venait me voir de temps en temps, apportant du bois de chauffage ou s'arrêtant simplement pour partager une bière et discuter. Il ne fouinait jamais, ne posait jamais de questions directes sur la raison de ma présence ici, mais il offrait sa sagesse quand cela semblait nécessaire. La trahison change un homme, a dit Carl un soir alors que nous étions assis près d'un foyer qu'il m'avait aidé à construire. Elle vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les gens, sur vous-même. Mais elle clarifie aussi les choses. Elle vous montre de quoi vous êtes vraiment fait. Et de quoi suis-je fait, ai-je demandé, à moitié en plaisantant. Vous êtes encore en train de le découvrir, a répondu Carl. Mais vous ne vous êtes pas effondré. Vous n'avez pas supplié, ni ragé, ni vous êtes détruit. Vous êtes parti la tête haute. Cela demande une force que la plupart des hommes n'ont pas. Ces mots m'ont apaisé comme une couverture. Peut-être qu'il avait raison.
Peut-être que partir n'était pas une faiblesse. Peut-être que c'était la chose la plus forte que j'ai jamais faite. 6 semaines après mon départ, les papiers sont arrivés. Jennifer avait demandé le divorce, ce qui ne m'a pas surpris, mais ses exigences, si. Elle voulait la maison, la totalité de la valeur nette. Elle voulait la moitié de mon compte de retraite. Elle voulait une couverture d'assurance maladie continue pour elle-même et les 2 enfants. Elle a même eu l'audace de demander une prestation compensatoire pendant 3 ans pendant sa transition. J'ai rencontré Patricia Reynolds, mon avocate, dans son bureau de Cleveland lors d'un de mes voyages de travail dans le Nord. Elle a examiné les documents d'un œil expert, son expression neutre, mais son ton vif. Elle est trop gourmande, a dit Patricia sans détour. Vous n'avez été marié que 4 ans et demi. Il y a une infidélité documentée de sa part et elle a détourné des fonds matrimoniaux. Nous pouvons contester la plupart de ces demandes. Je ne veux pas me battre, ai-je dit, me surprenant moi-même. Je veux juste que ce soit fini. Patricia m'a regardé attentivement. Je comprends le désir de tourner la page, Daniel, mais ne la laissez pas profiter de votre épuisement. Vous avez des droits. Nous avons négocié pendant des semaines. J'ai accepté de laisser Jennifer garder la maison, car elle était à elle avant notre mariage. J'ai accepté de couvrir l'assurance maladie des enfants pendant une autre année, même s'ils n'étaient pas biologiquement les miens. Mais je me suis battu contre la prestation compensatoire, les comptes de retraite, et tout le reste. Début avril, nous sommes parvenus à un accord qui semblait aussi juste que possible dans cette situation. Le divorce serait définitif dans 60 jours. Pendant ce temps, la vie dans le Tennessee continuait son rythme tranquille. J'avais commencé à faire de la randonnée sur les sentiers locaux, me poussant physiquement comme je ne l'avais pas fait depuis des années. L'effort m'aidait à éclaircir mon esprit, à dormir la nuit quand les pensées ne cessaient de tourner en boucle. Je rencontrais d'autres randonneurs de temps en temps, échangeais des amabilités, mais je restais surtout seul. Un samedi matin, fin avril, j'étais sur un sentier particulièrement escarpé quand je suis tombé sur une femme qui luttait avec un pneu crevé sur un VTT. Elle avait peut-être la mi-trentaine, une carrure athlétique, et jurait de manière créative contre ce pneu récalcitrant. Besoin d'un coup de main, ai-je lancé. Elle a levé les yeux, le soulagement inondant son visage. Je ne dirais pas non. Ça fait 20 minutes que je me bats avec ce truc. Je me suis accroupi et l'ai aidé à libérer le pneu. Notre conversation coulait facilement pendant que nous travaillions. Elle s'appelait Amanda. Elle avait déménagé dans la région il y a 1 an depuis Charlotte, fuyant son propre divorce compliqué pour prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose avec ces montagnes, a dit Amanda alors que nous terminions. Elle vous donne de l'espace pour respirer, vous savez. Oui, ai-je acquiescé. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Nous avons fini par faire de la randonnée ensemble ce jour-là, parlant de nos vies, de nos erreurs, de nos espoirs pour la suite. Ce n'était pas romantique, rien de plus que 2 personnes qui comprenaient ce que signifiait se reconstruire sur des ruines. Mais ça faisait du bien de se connecter avec quelqu'un, de se rappeler que tout le monde n'était pas un menteur ou un tricheur. Au cours des semaines suivantes, Amanda et moi sommes devenus amis. Nous nous retrouvions pour des randonnées, prenions un café au restaurant local, partagions des histoires sur nos désastres respectifs. Elle n'a jamais insisté pour plus. Elle semblait comprendre que je n'étais pas prêt pour autre chose que de l'amitié. Et j'appréciais cela plus que je ne pouvais l'exprimer. Mais un après-midi de début mai, tout a de nouveau basculé. J'étais au petit bureau de poste de la ville pour récupérer un colis quand j'ai vu Brandon, mon beau-fils, le gamin qui me détestait depuis le premier jour, debout devant une station-service de l'autre côté de la rue. Il avait l'air plus vieux, en quelque sorte, plus dur. Son arrogance d'adolescent avait été remplacée par quelque chose de plus calculateur. Il m'a vu au même moment que moi, nos regards se sont croisés de l'autre côté de la rue, et j'ai vu la reconnaissance traverser son visage, suivi immédiatement de ce ricanement familier. Il a commencé à marcher délibérément vers moi, et je savais que cette confrontation était inévitable. « Tiens, qui voilà ?» a dit Brandon en s'approchant, sa voix dégoulinante de mépris. Le grand Daniel Harris, caché dans les montagnes comme un lâche. J'ai gardé ma voix calme. « Qu'est-ce que tu fais ici, Brandon ? » « Maman m'a envoyé te trouver, » a-t-il dit en croisant les bras. Bien que je lui ai dit que c'était une perte de temps. Déserteur un jour, déserteur toujours, pas vrai ? Quelque chose en moi a craqué. Pas la rage,
mais la clarté. Je ne vais pas discuter de ça avec toi. Quoi que ta mère veuille, elle peut communiquer par l'intermédiaire des avocats. Lily pleure tous les soirs en demandant après toi, a dit Brandon. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de presque humain dans ses yeux. Mais ça, tu t'en fiches, n'est-ce pas? Tu ne penses qu'à toi. Ta mère a fait ses choix, ai-je répondu. J'ai fait les miens. C'est tout. Brandon a ri amèrement. Ouais, continue de te dire ça. Tu es comme tous les autres types qui nous ont abandonnés. Au moins, mon vrai père avait l'excuse d'être un raté. C'est quoi la tienne? J'ai regardé cet adolescent en colère, qui avait passé des années à me en vouloir, et je n'ai ressenti que de la pitié. J'espère que tu t'en sortiras, Brandon. Vraiment. Mais j'en ai fini d'être ton défouloir. Je me suis retourné et je suis parti, je suis monté dans mon camion et je suis retourné au mobil-home. Mes mains tremblaient, non pas de peur ou de colère, mais de la prise de conscience que j'avais enfin vraiment lâché prise. Voir Brandon, entendre ses accusations, rien de tout cela ne m'avait touché comme ça l'aurait fait des mois auparavant. Ce soir-là, Carl est passé avec un pack de 6 bières, et nous nous sommes assis sur le pont à regarder le coucher du soleil. J'ai vu que tu avais eu un visiteur plus tôt, a dit Carl nonchalamment. Tout va bien? Un fantôme du passé, ai-je répondu. Mais les fantômes ne peuvent pas te faire de mal, sauf si tu les laisses faire. Carl a hoché la tête avec approbation. On dirait que tu apprends. 3 mois dans ma nouvelle vie dans le Tennessee, je m'étais installé dans un rythme qui me semblait étonnamment durable. Le travail était gérable à distance. Les montagnes offraient d'infinies possibilités de réflexion et de défis physiques, et Amanda était devenue une véritable amie dont j'appréciais la compagnie sans complications. Je guérissais, lentement mais sûrement. Puis mon père a appelé. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis que j'avais quitté l'Ohio. Juste quelques brefs appels où je l'assurais que j'allais bien et que je gérais les choses. Mais cet appel était différent. Sa voix était chargée d'une gravité que je n'avais jamais entendue auparavant. Daniel, je dois te dire quelque chose, a dit papa. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Je me suis assis sur mon pont. Le soleil du soir jetait de longues ombres à travers les arbres. Qu'est-ce que c'est? Il a pris une profonde inspiration. Ta mère n'était pas ma première femme. J'ai été marié avant, à une femme nommée Sandra. Nous avions 2 enfants ensemble, ces enfants d'une relation précédente. J'ai essayé d'être leur père. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche pendant près de 5 ans. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Je n'avais jamais su ça. Sandra a eu une liaison, a poursuivi papa, sa voix rauque de vieille douleur. Avec son ex-mari, le père biologique des enfants. Il avait fait des allers-retours en prison, n'était pas fiable, mais elle est retournée avec lui quand même. Je l'ai découvert, j'ai essayé de sauver les choses pour le bien des enfants. Mais j'ai finalement réalisé que je me tuais à essayer de sauver quelque chose qu'elle avait déjà détruit. Alors, tu es parti, ai-je dit doucement. Je suis parti, a-t-il confirmé. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ses enfants, surtout la plus jeune, elle s'était attachée à moi. M'appelait papa. Lui briser le cœur en partant m'a presque brisé moi aussi. Mais rester m'aurait complètement détruit. Je suis resté là, tenant le téléphone. Des larmes coulant sur mon visage. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je te vois traverser la même chose. Et je veux que tu saches que tu n'es pas faible d'être parti. Tu n'es pas un échec. Parfois. La chose la plus forte qu'un homme puisse faire est de s'éloigner d'une situation qui le tue. Même si cela signifie blesser des gens que tu aimes. J'ai rencontré ta mère 2 ans après avoir quitté Sandra. J'ai construit une vraie vie. J'ai trouvé le vrai bonheur. Tu le trouveras aussi, mon fils. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Lui partageant des détails qu'il avait gardés enfouis pendant des décennies. Moi, comprenant enfin d'où venait ma force de partir. C'était dans mon sang. Cette capacité à choisir l'instinct de survie plutôt que le martyr. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ce pont jusqu'à ce que l'obscurité totale tombe, digérant cette révélation. Mon père avait suivi le même chemin que moi. Il avait fait le même choix impossible et avait survécu pour construire quelque chose de mieux. S'il pouvait le faire, moi aussi. Le lendemain matin,
j'ai reçu un email de Patricia. Le divorce était final. Jennifer avait signé l'accord de règlement, et à partir de ce moment, nous n'étions légalement plus mariés. J'ai ressenti un soulagement mêlé d'une tristesse résiduelle, mais surtout, je me sentais libre. J'ai transféré l'email à Amanda avec un simple message, c'est fait. Elle est arrivée à mon mobil-home 1 heure plus tard avec une bouteille de bon whisky et 2 verres. Nous nous sommes assis sur le pont, avons trinqué au fin et au nouveau départ, et avons parlé de la suite. Tu vas rester ici, a demandé Amanda. Pour l'instant, ai-je dit. Peut-être pour de bon. J'aime le calme. J'aime la personne que je deviens ici. Bien, a-t-elle dit, faisant teinter son verre contre le mien. Les montagnes te vont bien. Cet après-midi-là, Carl est passé avec une nouvelle inattendue. J'ai un copain qui vend un terrain à environ 10 miles d'ici, a-t-il dit. 15 acres, il y a une petite maison qui a besoin de travaux, mais les fondations sont solides. Un ruisseau la traverse. Des vues incroyables. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Je suis allé le voir le lendemain. Et dès que j'ai mis le pied sur cette propriété, j'ai su que c'était là que je reconstruirais ma vie. Pas une évasion temporaire, mais une fondation permanente pour la vie que j'étais en train de construire. J'ai fait une offre cette semaine-là. Mais juste au moment où je pensais avoir complètement tourné la page, le passé a refait surface. J'ai reçu une lettre transférée de mon ancienne adresse en Ohio. Elle était de Lily, écrite d'une écriture soignée de fillette de 8 ans. Chère Dani. Tu me manques beaucoup. Maman dit que tu ne reviendras pas, mais j'espère que si. Brandon dit que tu es parti parce que tu ne nous aimais pas, mais je ne le crois pas. J'ai toujours le trophée de foot que tu m'as donné. Je le regarde tous les soirs et je me souviens quand tu entraînais mon équipe. Je t'aime. S'il te plaît, écris-moi. Avec amour, Lily. Je suis resté là à lire cette lettre encore et encore, mon cœur se brisant et se guérissant simultanément. Je ne pouvais pas revenir, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Alors, j'ai répondu avec soin, expliquant avec des mots qu'une fillette de 8 ans pourrait comprendre que parfois les adultes doivent faire des choix difficiles, que je l'aimais, mais que je ne pouvais plus faire partie de sa famille, qu'elle devait continuer à être la fille formidable qu'elle était. Je l'ai posté le lendemain, sachant que c'était probablement une erreur, mais incapable de laisser sa lettre sans réponse. Fin juin, j'ai acheté la propriété que Carl m'avait montrée et j'ai commencé le processus de rénovation de la petite maison qui s'y trouvait. Le travail était thérapeutique, me donnant quelque chose de tangible à construire pendant que je me reconstruisais intérieurement. J'avais engagé des entrepreneurs locaux pour les grosses réparations structurelles, mais je faisais moi-même une grande partie des travaux de finition, peinture, rénovation des planchers, remplacement des luminaires. Amanda m'aidait quand elle le pouvait, et notre amitié s'était approfondie en quelque chose de plus, bien que nous y allions lentement. Aucun de nous n'était prêt à se précipiter, tous deux portant les cicatrices de nos divorces respectifs, mais il y avait un potentiel pour quelque chose de réel quand le moment serait venu. Un samedi matin de début juillet, je remplaçais la rampe du pont de ma nouvelle propriété quand une voiture s'est engagée dans la longue allée. Je n'ai pas reconnu le véhicule, mais quand la portière s'est ouverte et que Jennifer en est sortie, mon estomac s'est noué. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée en quelque sorte, ses cheveux plus courts que dans mon souvenir. Elle est restée là un instant, me fixant, avant de s'approcher. « Bonjour, Daniel », a dit Jennifer, la voix hésitante. J'ai posé mes outils et m'essuyé les mains sur mon jean. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jennifer ? » « J'ai besoin de te parler, » a-t-elle dit. « Je te cherche depuis des semaines. Brandon m'a dit où tu étais, mais j'ai dû engager un détective privé pour trouver cet endroit précis. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je répondu d'un ton égal. Le divorce est final. Tout est réglé. Pas tout, a dit Jennifer, les yeux se remplissant de larmes. J'ai fait une terrible erreur. David m'a quitté il y a 2 mois quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour ce genre d'engagement. J'ai perdu mon emploi parce que la liaison violait la politique de l'entreprise. La maison va être saisie parce que je ne peux pas payer l'hypothèque seule. Tout s'effondre. J'ai regardé cette femme qui avait été ma femme, qui m'avait trahi sans hésitation, qui se tenait maintenant sur ma propriété pour demander quoi? De la sympathie, de l'aide, une seconde chance. Je suis désolé que tu aies des difficultés, ai-je dit, et je le pensais.
Mais ce n'est plus mon problème. Je sais que je t'ai fait du mal, a poursuivi Jennifer en s'approchant. Je sais que j'ai détruit ce que nous avions, mais je suis une thérapie, je travaille sur moi-même, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai saboté tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Je veux arranger les choses. Tu ne peux pas arranger ça, ai-je dit fermement. Ce qui est fait est fait. Et Lily, tu ne lui manques pas, a demandé Jennifer. Et j'ai vu la manipulation immédiatement. Elle pleure pour toi constamment. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'as abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée, ai-je dit, ma voix se durcissant. J'ai quitté un mariage où j'étais trompé et volé. Il y a une différence. Le visage de Jennifer est passé de la supplication à la colère. Alors c'est ça? Tu vas juste te cacher ici dans les montagnes en prétendant que tu n'as jamais eu de famille. Je n'ai jamais eu de famille avec toi, ai-je répliqué froidement. J'en avais l'illusion. Tu t'en es assuré en passant 2 ans à coucher avec un autre homme. J'ai fait des erreurs, a crié Jennifer. Les gens font des erreurs, mais tu es censé te battre pour ton mariage, pas t'enfuir comme un lâche. Quelque chose a craqué en moi. Un lâche, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. J'ai passé 4 ans et demi à me battre pour un mariage que tu avais déjà abandonné. J'ai élevé tes enfants pendant que tu envoyais des SMS à ton amant. J'ai travaillé d'arrache-pied pour subvenir aux besoins d'une famille que tu trahissais chaque jour. N'ose pas m'appeler un lâche pour avoir enfin eu assez de respect pour moi-même pour partir. Jennifer a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Tu veux parler d'erreur? Très bien. Ton erreur a été de penser que je serais assez stupide pour rester. Ton erreur a été de sous-estimer ma capacité à survivre sans toi. Ton erreur a été de venir ici en pensant que je céderais parce que tu as du mal avec les conséquences de tes propres choix. S'il te plaît, a dit Jennifer, la voix brisée. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Les enfants ont besoin de stabilité. Lily a besoin de toi. Lily a besoin d'une mère qui prend de meilleures décisions, ai-je dit. Et tu as besoin de t'en sortir sans m'utiliser comme filet de sécurité. C'est fini, Jennifer. Définitivement. J'ai tourné la page et tu dois faire de même. Tu as tourné la page, a demandé Jennifer, ses yeux se plissant en regardant ma propriété. Il y a déjà quelqu'un d'autre? Ça ne te regarde pas, ai-je répondu. Mais oui, je construis une nouvelle vie, une vie qui ne t'inclut pas, ni tes drames. Jennifer m'a fixé un long moment, et j'ai vu la prise de conscience s'installer qu'elle pensait chaque mot. Elle n'allait pas me manipuler, ni me culpabiliser, ni se frayer un chemin pour revenir dans ma vie. J'espère que tu es heureux, a-t-elle finalement dit, l'amertume dégoulinant de chaque mot. J'y arrive, ai-je répondu. Maintenant, quitte ma propriété et ne reviens pas. Elle s'est retournée, est allée à sa voiture, est montée et est partie sans un autre mot. Je suis resté là à la regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au bout de l'allée, puis je me suis assis sur les marches du pont, les mains tremblantes à cause de l'adrénaline. Karl est apparu de l'autre côté de la maison quelques minutes plus tard. Il avait travaillé de l'autre côté de la propriété et avait clairement tout entendu. Tu as bien géré ça, a dit Karl en s'asseyant à côté de moi. Vraiment, ai-je demandé, soudainement incertain. Tu as fixé des limites. Tu ne l'as pas laissé te manipuler. Tu as tenu bon. C'est exactement ce que tu devais faire. Karl m'a tendu une bouteille d'eau. Elle essaiera encore, un jour ou l'autre. Ou elle enverra les enfants essayer. Ils le font toujours. Mais reste ferme. Tu as mérité ta paix. J'ai hoché la tête, buvant l'eau, laissant ces mots s'installer en moi. Il avait raison. J'avais mérité cette paix, et je n'allais y renoncer pour personne. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis que j'étais parti discrètement après avoir découvert la liaison de Jennifer. La propriété de montagne que j'avais achetée avait été transformée d'une maison à retaper en un véritable foyer, un endroit qui reflétait l'homme que j'étais devenu plutôt que celui que j'avais essayé d'être. Amanda et moi nous étions rapprochés au fil de ces mois, notre amitié évoluant naturellement vers quelque chose de plus profond. Nous avions avancé lentement, tous deux portant des cicatrices. Mais au printemps de la 2e année, elle avait emménagé avec moi dans la maison. Cela semblait juste, d'une manière que mon mariage avec Jennifer n'avait jamais été. Honnête, égalitaire, construit sur la vérité plutôt que sur des illusions. Je travaillais sur la grange un samedi après-midi,
la transformant en atelier, quand une voiture est apparue au bout de ma longue allée. Mon estomac s'est noué d'une angoisse familière, m'attendant à revoir Jennifer. Mais quand la portière s'est ouverte, c'est Lily qui en est sortie. Elle avait 10 ans maintenant, plus grande, ses traits plus définis, mais portant toujours cette douceur dont je me souvenais. Une femme plus âgée que je ne reconnaissais pas, probablement sa grand-mère, se tenait à côté de la voiture et regardait. « Danny » a appelé Lily timidement. J'ai posé mes outils et j'ai marché vers elle, le cœur battant. « Salut, Lily. Je n'étais pas sûr que tu te souviendrais de moi, a-t-elle dit d'une petite voix. Bien sûr que je me souviens de toi, ai-je répondu, m'agenouillant à sa hauteur. Comment pourrais-je oublier la meilleure joueuse de foot que j'ai jamais entraînée? Elle a souri, des larmes se formant dans ses yeux. Je voulais te voir. Mamie a dit qu'elle m'emmènerait si je promettais de ne pas te demander de revenir. C'était malin de sa part, ai-je dit doucement. Nous nous sommes assis sur les marches du porche, et elle m'a parlé de l'école, de ses amis, de sa nouvelle équipe de foot. Elle n'a pas beaucoup parlé de Jennifer et je n'ai pas demandé. Au bout d'une heure, sa grand-mère l'a rappelé. Je peux t'écrire parfois, a demandé Lily en se levant pour partir. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu en lui donnant mon adresse email. Alors que je l'ai regardé s'éloigner, Amanda est sortie et s'est tenue à côté de moi. Ça va? Oui, ai-je dit, surpris de constater que je le pensais. Je crois que oui. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était de Jennifer, mais le ton était différent de ses précédents messages désespérés. Elle avait demandé de l'aide, suivait une thérapie, avait trouvé un emploi dans la gestion de vente au détail. L'enfant de David, une fille, était en bonne santé. Elle ne demandait rien, voulait juste me faire savoir qu'elle essayait de faire mieux. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. 4 mois après la visite de Lily, ma vie s'était installée dans quelque chose que je ne m'attendais jamais à trouver, un contentement authentique. Amanda et moi nous étions fiancés un soir tranquille sur notre porche, en regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Pas de drame, pas de grands gestes, juste 2 personnes qui s'étaient trouvées après leurs tempêtes respectives et avaient décidé de construire quelque chose de réel ensemble. Carl était devenu comme de la famille, passant la plupart des soirs pour voir l'avancement des divers projets ou pour partager une bière en discutant. Mon travail avait également évolué. J'avais développé une clientèle suffisante dans le Tennessee pour ne plus avoir besoin de voyager, menant la plupart de mes affaires par appels vidéo et voyages régionaux occasionnels. Un après-midi de fin d'automne, je suis allé en ville pour des fournitures et je suis tombé sur quelqu'un que je ne m'attendais jamais à voir. Brandon. Il se tenait devant un café, l'air mal à l'aise, comme s'il attendait quelqu'un. Quand il m'a vu, son ricanement habituel était absent, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de l'incertitude. « Daniel » a-t-il dit en m'approchant. « Brandon » ai-je répondu d'un ton neutre. « On peut parler » a-t-il demandé. « Juste une minute. » Nous nous sommes assis à une table en terrasse, l'air d'octobre vif et frais. Brandon paraissait plus vieux que ses 18 ans. Plus usé par la vie qu'aucun adolescent ne devrait l'être. « Je voulais m'excuser » a dit Brandon, les mots lui sortant difficilement. « Pour la façon dont je t'ai traité. Pour avoir couvert maman, pour tout. » Je l'ai étudié attentivement. Qu'est-ce qui a changé? Je suis à l'université maintenant, je vis avec mon vrai père, a dit Brandon. Voir comment il est, comment il traite les gens, m'a fait réaliser ce que tu essayais de faire. Tu essayais d'être un bon beau-père et je t'ai rendu la tâche impossible. Ta mère l'a rendu impossible, ai-je corrigé doucement. Tu n'étais qu'un gamin pris au milieu. N'empêche, a dit Brandon. Tu méritais mieux. Lily parle de toi tout le temps. Elle t'aimait vraiment. Je l'aimais aussi, ai-je admis. D'une certaine manière, je l'aime toujours. Mais je ne pouvais pas rester dans cette situation. Je comprends maintenant, a dit Brandon. Bref, je voulais juste dire que je suis désolé et te remercier d'avoir essayé. Après son départ, je suis resté assis un moment, sentant quelque chose changer. Le pardon, peut-être, ou simplement l'acceptation que chacun faisait de son mieux avec ce qu'il avait. Ce soir-là, Amanda m'a trouvé sur le porche, fixant les montagnes. Tu réfléchis trop, a-t-elle observé. Juste en train de réfléchir, ai-je dit en la serrant contre moi. Au chemin que j'ai parcouru.
Au chemin que nous avons parcouru, a-t-elle corrigé. Au chemin que nous avons parcouru, ai-je convenu. En regardant en arrière, je comprenais pourquoi j'étais parti discrètement après avoir découvert la liaison de ma femme après 4 ans et demi de mariage. Certains hommes seraient restés, auraient lutté pour sauver quelque chose de déjà détruit. Mais j'avais choisi de me sauver, j'avais choisi ma dignité, j'avais choisi la possibilité d'un bonheur véritable plutôt que la certitude d'une misère prolongée. Les montagnes m'avaient guéri. Amanda m'avait montré à quoi ressemblait un véritable partenariat. Et en trouvant la force de partir, j'avais trouvé la force de construire quelque chose de mieux. Alors que l'obscurité tombait sur les collines du Tennessee, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une paix totale avec mes choix et un véritable espoir pour l'avenir.